Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Que retenez-vous des dernières séries de rolling, des dernières séries de sondages? Alors, ce qu'on peut constater, c'est que l'ordre hiérarchique des listes semble assez consolidé, même si des surprises ne sont pas à exclure. On rappellera toujours que il y a à peu près 50% des Français qui n'ont pas l'intention d'aller voter. Et donc, sur ce corps électoral assez réduit, des surprises sont possibles et les européennes ont été coutumières en la matière. Néanmoins, notre dispositif inédit, le rolling, qui prend une photographie tous les jours, nous montre une assez forte stabilité du rapport de force, avec une liste du Rassemblement national qui continue de grappiller des parts de marché. On a aujourd'hui un plus haut historique à 33,5% des voix. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, ni pour une européenne, ni pour un autre type de scrutin. Et si on fait un peu d'histoire rétrospective, 2024, ce sera le 40e anniversaire des européennes de 84 qui avaient vu la première percée du Front National au plan national. Et la liste, à l'époque conduite par Jean-Marie Le Pen, avait fait 11% des voix. On s'interrogeait à l'époque pour savoir si c'était un feu de paille poujadiste, s'il y aurait une suite ou pas. Donc là, on est 40 ans plus tard, on a la suite de l'histoire. Le score a été multiplié par 3. Si d'aventure, c'est bien ces scores qui sortent du chapeau. Et puis derrière, on a un mano à mano entre la liste Renaissance à 16% et la liste de Raphaël Glucksmann à 14,5%. Est-ce que les courbes peuvent se croiser? L'avenir le dira. Il y a une petite incertitude. Et puis derrière tout ça, on tombe très nettement sous la barre des 10%, à la fois pour les Insoumis, 7,5%, les Républicains, 7,5% également, la liste Reconquête à 6%, et 5,5 ou 6% pour la liste écologiste. Donc on voit que là, en fait, il y a clairement 3 divisions, autour de 30%, voire davantage pour le RN, 2 listes autour de 15%, et puis d'autres qui sont entre 7,5 et 5 et qui luttent quelque part pour la qualification, puisque là encore, on rappellera qu'à moins de 5%, on n'a pas de siège. Député. Est-ce que l'opinion veut un débat Macron-Le Pen aux européennes? Alors, Emmanuel Macron a coutume de dire qu'il prend l'adversaire que les Français lui ont donné. Et donc là, si on regarde les résultats, effectivement, le challenger, toute catégorie aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Est-ce qu'on veut, dans les formes, avoir ce débat-là? C'est pas évident. On serait vraiment sur un remake des 2 seconds tours de 2017 et de 2022. Et nous sommes là dans une élection européenne. De surcroît, on a déjà eu, il y a quelques jours, un débat Attal-Bardella, qui était quelque part la réplique, j'allais dire, plus conforme à la configuration de ce scrutin, de ce type de duel. On a beaucoup glosé sur ce débat, sur ses effets éventuels sur l'opinion. Encore une fois, l'avantage du rolling, c'est de mesurer en continu. Et au regard de ce que les dernières livraisons nous indiquent, la contre-performance, j'allais dire, de débatteur de Jordan Bardella ne se traduit pas manifestement par un trou d'air dans les intentions de vote, ce qui nous laisse à penser, ce qui nous confirme dans notre conviction que ce qui sous-tend et nourrit la dynamique frontiste va bien au-delà de la simple qualité ou équation personnelle du tête de liste. De ce point de vue, la multiplication et la réitération jour après jour de faits divers qui deviennent des faits de société, des attaques au couteau, des agressions diverses et variées, des refus d'obtempérer dans lesquels des membres des forces de l'ordre sont mis en danger, voire sont blessés, ou d'autres types de manifestations comme ces incidents qui donnent lieu à un incendie spectaculaire d'un bus de supporters. L'attaque. Ça, vous faites allusion à ce qui s'est passé le week-end dernier, lors de la finale de la Coupe de France, enfin avant la finale de la Coupe de France. Des deux groupes de supporters lyonnais et parisiens se sont rencontrés sur un péage ou une aire d'autoroute. Et donc on a une espèce de bruit de fond comme ça qui, associé aux questions de pouvoir d'achat, constitue, si vous voulez, le carburant idéal
pour le Rassemblement national. Quel que soit le candidat, finalement. Alors, ce que vous êtes en train de dire. C'est mieux pour le Rassemblement national s'il a un candidat qui prend bien la lumière, qui est dynamique et qui est jeune. Mais voilà, vos confrères ont beaucoup écrit ces derniers jours sur les effets de ce débat, le fameux débat Gabriel Attal, Jordan Bardella. Et quand on regarde le rolling, on a l'impression d'une tectonique des plaques et de paquebots qui avancent à leur rythme, et que tout le reste serait un peu de l'écume de la campagne. Comment vous expliquez d'ailleurs l'écart entre la majorité des commentaires et des analyses concernant ce débat et concernant ce que vous avez appelé une contre-performance de Jordan Bardella et la perception de ce débat par l'opinion, puisque selon plusieurs, en tout cas le sondage que nous avons fait avec Odoxa la semaine dernière, donnait Bardella vainqueur. Alors, il faut avoir en tête que d'abord, en termes d'audience, c'est à peu près 3,5 millions de personnes qui ont suivi le débat. Oui, c'est pas une grosse audience. À titre de comparaison, l'épisode de la série HPI avec, sur TF1, c'est 7,5 millions. Donc ça remet un peu les choses en perspective. Deuxième phénomène, on sait d'expérience que plus l'audience de ce type d'émission télévisée politique ou de débat va être réduite, plus les gens qui regardent vont être des gens qui sont déjà convaincus, qui ont chacun leur favori. Et on peut penser qu'il y avait sans doute, comme on le voit dans notre sondage, le rapport de force aujourd'hui, davantage de fans ou de supporters de Jordan Bardella que de fans de la majorité présidentielle qui ont regardé le débat. Et donc quand nos confrères, pour vous, sondent un échantillon de gens qui ont regardé ce débat, eh bien on dit qu'il y a un avantage à Bardella. Mais ce que je pense qu'il faut regarder, c'est encore une fois les courbes qui maintenant se dessinent grâce au rolling. Et on voit quelques fluctuations, mais on a encore une fois, ce qu'on a commencé par dire, des rapports de force et des écarts qui sont très significatifs et qui ne bougent en fait que très peu. Il y a des nouveaux débats encore prévus cette semaine. Est-ce qu'ils peuvent enfin avoir un impact ? Alors, ça peut avoir un impact typiquement sur les ordres d'arrivée, puisque on l'indiquait, la liste Renaissance versus la liste Glucksmann, on a moins de 2 points d'écart. Donc on est dans la marge d'erreur. Donc pour ceux qui sont en dessous de Bardella, en fait, c'est ça que vous êtes Oui, c'est ça. Sauf cataclysme spectaculaire, il n'y aura pas d'inversion sur la pole position. De la même manière, regardons ce qui se passe dans la zone de relégation, avec pas mal de listes qui sont entre 5 et 7%, et qui peuvent, sur un débat, si le candidat prend la lumière, si la tête de liste est convaincante, sauver l'avenir de leur liste, ou au contraire la faire basculer. C'est très problématique pour deux listes en particulier, la liste Reconquête et la liste des Républicains, qui peut voir toute une partie de son électorat, son maigre électorat, puisqu'ils sont entre 6 et 7,5%, être aspiré par la dynamique Bardella dans une optique de vote utile. Ouais. Alors, précisément, arrêtons-nous là, puisqu'on a eu le débat Attal-Bardella, où les analystes ou les commentateurs, dans leur grande majorité, ont conclu une contre-performance de Jordan Bardella. Et par ailleurs, on a eu le coup d'éclat juste après de François-Xavier Bellamy, qui a été vraisemblablement plus visible sur les réseaux sociaux qu'il ne l'a été sur le média qui diffusait ce débat, en l'occurrence France 2. Est-ce que François-Xavier Bellamy, justement, peut espérer tirer parti de ces coups d'éclat ? Il y a eu celui-là, et il y avait eu auparavant une virée à Sciences Po avec un débat en pleine rue avec Louis Bayard. Alors, on a deux façons de voir les choses. Soit on se dit que tout ça a eu aucun effet, soit on se dit que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que la liste qu'il a l'honneur de mener ne serait pas à 7 ou 7,5, mais plus près des 5%. Et on voit bien la difficulté aujourd'hui stratégique pour les Républicains, c'est-à-dire qu'on a toute une partie de leur électorat qui est passée avec armes et bagages du côté de la Macronie, et plus la situation va se tendre, plus le vote légitimiste en faveur du parti au pouvoir peut s'affirmer, et une autre aile des Républicains
qui vient alimenter la dynamique Bardella. Dans notre rolling du jour, 20% des électeurs qui avaient voté pour Valérie Pécresse, alors ils n'étaient pas très nombreux, mais 20% de ces électeurs nous disent qu'ils envisagent de voter Bardella. C'est le taux le plus élevé que nous ayons mesuré depuis la mise en place de ce baromètre. 20% des électeurs pécrétistes prêts à aller voter pour Bardella. Ce que vous êtes en train de me dire, finalement, Jérôme Fourquet, c'est que ces coups d'éclat de François-Xavier Bellamy, au mieux, n'ont fait que sauver les meubles et stopper l'hémorragie. Il ne peut pas y avoir une surprise. Alors, ça ne peut pas, à un moment, se transformer en large courant. Potentiellement, s'il est capable de nouveaux coups d'éclat, ou si, dans le cadre des débats qui vont être organisés, il marquait des points. Mais les coups d'éclat qu'il a déjà réalisés, si des effets s'étaient manifestés, on le verrait, on l'enregistrerait aujourd'hui dans nos sondages. Ajoutons à cela quand même le bruit de fond autour de l'affaire calédonienne, avec des images, avec un bilan humain qui est quand même très lourd. Et tout se passe comme si, aujourd'hui, le Rassemblement national était quelque part la force centrale pour bénéficier de tous ces événements. Et les polémiques ou les discussions autour de l'opportunité ou non d'un débat Le Pen-Macron, après le débat Bardella-Attal, ne font, et c'est l'intérêt des deux grandes forces, qu'installer un peu plus l'idée que la seule alternative au pouvoir en place, c'est le Rassemblement national. Et tout talentueux que soient les autres têtes de liste, vous luttez avec un vent de face quand ce scénario ou cette configuration se met en place. On rappelle que dans la livraison de la fin de la semaine, avec nos indicateurs hebdomadaires, plus de 50% des Français anticipent une victoire du Rassemblement national à cette élection. Ils étaient 45% lors de la mise en place du rolling. Donc quelle est la valeur justement de cet indicateur ? Sur quoi il nous renseigne ? Il nous renseigne sur la façon dont on anticipe les résultats, et dont, du coup, une partie de l'électorat qui pratique le vote stratégique va s'adapter. Et cette partie de l'électorat est importante ? Sur une élection comme une élection européenne où vous avez que la moitié de votants, ça peut faire la différence. C'est-à-dire que chaque jour s'installe le scénario de l'inéluctabilité de la victoire du RN. Et encore une fois, toute la semaine passée sur débat, pas débat, ne font que renforcer ce scénario ou cette anticipation. Mais ça ne peut pas avoir l'effet inverse. Finalement, de démobiliser un certain nombre d'électeurs qui se disent on a plutôt envie d'aller voter Bardella, mais de toute façon, qu'on y aille ou pas, de toute façon, ça ne fera pas la différence, puisqu'il fera 33,5%. Alors, on voit comment, quand même, il y a des effets de dynamique. C'est-à-dire que la victoire entraîne la victoire, il y a un effet boule de neige. Et le RN l'a très bien compris, puisqu'il joue aussi sur l'idée du vote sanction, en disant, en votant pour nous, c'est aussi un splendide carton rouge que vous allez brandir à la face de l'exécutif. Et donc, plus on sera élevé, plus la claque sera violente. Est-ce que le débat sur la fin de vie peut peser sur le vote des européennes ? On pense que c'est assez marginal. Encore faut-il que les Français... D'une part, que les Français suivent ce débat. Deux, tous les sondages nous montrent qu'à plus de 80%, ils sont favorables à une légalisation assez large de la pratique de l'aide à mourir ou de l'euthanasie. Et troisième point, pour que cela ait éventuellement un effet, il faudrait qu'il y ait des prises de position très antagonistes des principaux têtes de liste. Et sauf erreur, on a assez peu entendu les têtes de liste brandir ce sujet en faisant un marqueur, en disant nous on est absolument opposés à aller plus loin en la matière. Est-ce qu'il n'y a pas une incertitude sur le score de Raphaël Glucksmann ? On voit donc dans les derniers rollings aux alentours de 14,5%, du fait de la fragilité de son socle. Alors, on a toujours des incertitudes, puisqu'on rappelle qu'il ne s'agit jamais que d'intention de vote. Tout ça peut bouger jusqu'à dans la dernière ligne droite, avec de surcroît un corps électoral qui va rassembler à peine un Français sur deux, donc le point de pourcentage est moins cher, ça peut bouger très vite. Et avec circonstance aggravante pour nous, sondeurs, le fait que vous ayez une porosité dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'une partie de l'électorat centriste pro-européen
peut hésiter entre un vote Renaissance et un vote Glucksmann. Et idem, une partie d'un électorat qui est un peu plus à gauche peut hésiter par vote utile à voter pour Glucksmann ou par un vote de conviction voter écologiste ou insoumis. Et donc, le score autour de 14% de Raphaël Glucksmann n'est pas garanti sur facture. Et il est typiquement dans une zone de turbulence où les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans un autre, sans même parler des performances qui peuvent être les siennes ou des contre-performances qui pourraient être les siennes sur un débat à plusieurs têtes de liste ou avec un accident de parcours dans la campagne, ou au contraire, la phrase qui ferait mouche, une situation, une rencontre avec un électeur ou une situation qui attraperait le regard des commentateurs et des journalistes et qui ferait qu'on aurait une couverture média qui serait très forte sur une phrase ou un propos qui aurait fait mouche. Alors, à cet égard, il y a peut-être deux questions qui se posent. La première, d'abord, c'est sur les écologistes. Le vert est dans le rouge depuis une semaine environ. À quoi on attribue cette tendance? Question subsidiaire. Est-ce que cette tendance risque de s'aggraver à l'arrivée de l'élection? Alors, ce n'est pas une caractéristique propre à la France. Hein. Tous les sondages qu'on a pu consulter, qui sont réalisés dans les autres grands pays européens, semble indiquer que le vote écolo marque le pas un peu partout en Europe. Non pas que la préoccupation environnementale se soit subitement évaporée, les enjeux sont bel et bien présents, mais partout en Europe, la question du pouvoir d'achat s'est imposée comme la priorité du moment, et à tort ou à raison, beaucoup d'électeurs reprennent la fameuse formule « fin du monde, fin du mois ». Donc je dis, là, voilà, l'urgence aujourd'hui, c'est la fin du mois. Et donc ce climat d'opinion-là n'est pas forcément très favorable, d'une manière générale, aux écologistes. Alors, le pouvoir d'achat prend le pas sur la préoccupation climatique. Oui, et voter écolo, quelque part, c'est minorer les enjeux de pouvoir d'achat qui sont aujourd'hui criants et critiques pour beaucoup de nos concitoyens. Alors c'est vrai en France et c'est vrai aussi dans les autres pays européens. Peut-être aussi le choix d'une tête de liste insuffisamment connue. Et tout ça s'inscrit aussi dans une forme de désarroi à gauche, où on sort d'un schéma d'alliance dans la NUPES, où chacun a repris sa propre casaque et fait sa propre liste. Donc ça peut désorienter une partie de l'électorat de gauche. Et dans ce maelstrom-là, manifestement, c'est Glucksmann qui est sorti le plus rapidement des stands et qui aujourd'hui aspire le vote utile. Et donc il n'y a pas la place pour avoir deux listes de gauche qui soient très performantes. Eh ben, on va continuer à suivre ça. Si je vous ai bien compris, Jérôme Fourquet, c'est quand même dans la dernière semaine que tout va se cristalliser. Donc oui, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on va continuer à suivre cette campagne, à en suivre ce scrutin. Il y a encore un certain nombre de débats et bien sûr un certain nombre de rollings, une quinzaine encore, voilà, avant effectivement le rolling qui sera, lui, le sondage de sortie des urnes qui sera présenté le soir des élections européennes en émission spéciale, bien sûr, sur le site du Figaro. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Le nouveau rolling IFOP, en tous les cas, est à retrouver sur le site du Figaro et de l'IFOP. Et bien sûr, on recommande La France d'après, le dernier livre de Jérôme Fourquet, avec bien évidemment La France sous nos yeux et L'archipel français. Tous sont aux éditions du Seuil.